Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on aurait tendance à peut-être un petit peu l'oublier, mais on est en année pré-olympique, hein, jusque encore dans un mois, bientôt, 2024, et que préciser quand même que le CREPS des Antilles-Guyane est labellisé Terre de Jeux. Donc les amis de la Dragesse sont là. On a en ce moment 15 villes, hein, pratiquement en Guadeloupe, qui sont labellisées Terre de Jeux. Les établissements scolaires aussi. Donc c'est important d'être dans cette mouvance et de faire en sorte de pouvoir faire vivre les Jeux partout, sur tous les territoires et dans tous les sports, en tout cas olympiques. Je vous demande d'accueillir bien fort les personnalités. La plus belle d'entre toutes, c'est pas moi. Je vous demande d'accueillir Madame Corinne Comment, Miss France 2003, déléguée régionale du comité Miss France Guadeloupe. Je vous en prie, Madame. Merci. Chère Corinne. Alors, encore un grand. Monsieur Karl Chipotel. Monsieur le colonel du SDIS de la Guadeloupe, skipper, tous les chemins mènent à la route du Rhum. Un peu facile, hein. Je vous demande d'applaudir, dans un tonnerre d'applaudissements, monsieur Jocelyn Anglomar. Voilà, à côté de Madame Comment. Alors, on n'a pas eu beaucoup de dames, hein, mais il y en a une qu'on applaudit bien fort. Catherine, chère amie, Madame Leroy, Catherine Leroy. Préparatrice mentale de l'Académie de rugby de la Guadeloupe, sophrologue. Merci Catherine. Alors monsieur tu te mettras à côté de monsieur Angloma, hein. Ça fait bien, un peu protocolaire, voilà. Monsieur Yann Jacques, athlète paratir. Fosse olympique, il vous dira tout ça parce que moi j'ai pas tout à fait tout compris là. Mais enfin il le dira lui-même. Et alors Alors, Madame Laurence Joseph, comédienne, préparatrice mentale, entraîneur, actrice, athlète, sportive, enfin voilà quoi. C'est bon, j'ai tout dit? Il manque, hein, quand même. Donc voilà, un peu d'humour, hein, ça fait du bien dans ce monde parfois si triste. Hein. On n'a pas les bombes, hein, mais en tout cas, voilà, on y pense aussi. Donc tout ça pour vous dire que la première question, elle ira à Corinne. Alors en quoi la dimension mentale a-t-elle été un enjeu de la performance pour toi? En quoi le contrôle de soi est une dimension mentale qu'il faut avoir pour aborder toutes les situations? Merci pour cette question. Donc bonsoir à tous. Je tiens à remercier Monsieur Fifis et Madame QC pour cette invitation, puisque lorsque on m'a proposé d'intervenir, je me suis dit le lien à faire entre le monde des Miss et le monde sportif. On pense qu'il y a une très très grande distance et en fait il y a énormément de passerelles. Moi sur tous les tableaux j'ai entendu parler d'anticipation, de préparation, d'organisation. Et ce sont des éléments qu'on retrouve pleinement aussi quand on prépare un concours tel que Miss Guadeloupe ou Miss France ou même d'autres concours internationaux. Moi, je suis issue quand même d'une formation sportive en ayant été de nombreuses années au pôle espoir natation. J'ai pratiqué aussi le fitness de compétition au niveau régional et national. Donc j'ai un socle qui tournait autour de la discipline, de la rigueur et de l'organisation, ce qui m'a bien servi aussi dans le milieu des Miss. Et quand on parle de contrôle de soi, on parle surtout de gestion du stress. Et autant les passages sur scène sont éphémères, autant la préparation est importante.
Ça, je pense que c'est indéniable et ça rejoint vraiment le monde sportif. Aujourd'hui, en plus, on est dans une ère où on a cette chance de pouvoir s'appuyer sur énormément de disciplines, comme la sophrologie, notamment, comme aussi des coachs qui nous accompagnent. Donc, cette dimension mentale, elle est primordiale en amont. On dit souvent, et ça risque de faire sourire, c'est pas forcément la plus belle qui gagne, hein, c'est plutôt celle qui délivre la meilleure performance à l'instant T. Qui gagne. Et donc tout ça se prépare bien en amont. Et un aspect qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, c'est la légitimité. C'est se sentir légitime avant, en se disant qu'on n'est pas là par hasard, et se sentir légitime aussi après, c'est-à-dire la dimension mentale après avoir gagné. Parce que surtout dans un milieu comme les Miss où il y a beaucoup de critères subjectifs, c'est comment garder sa confiance en soi, ne pas perdre confiance et continuer à viser toujours plus loin et aller toujours plus haut. Donc ça passe par énormément de méthodes, hein. Déjà, moi, je conseille beaucoup maintenant en étant déléguée régionale des méthodes comme l'autopersuasion, la méthode Coué, hein, la plus simple, se dire des choses positives. C'est très très important. C'est aussi des exercices de respiration, c'est des exercices de visualisation. Donc je pense qu'on retrouve ça pleinement dans le monde sportif. Donc ce sont autant d'exercices, de méthodes qui nous permettent de préparer au mieux nos prestations. On a parlé aussi de stabilité au sens structure familiale. Pareil aussi dans le milieu des Miss. Toutes celles qui ont gagné, si vous regardez un peu, elles ont toutes eu leur famille à leur côté. C'est hyper important, je pense, d'être bien accompagné aussi au niveau personnel pour délivrer les meilleures performances et avoir justement une très bonne maîtrise de soi pour aller décrocher des victoires et des écharpes et des couronnes. Et voilà. Et j'imagine surtout quand Miss Poitou-Charentes passe devant la Guadeloupe ou je ne sais pas quoi. Donc là, nous, on se dit mince. Alors, séquence émotion, c'est un peu compliqué pour nous, hein, il faut le savoir. Hein. Oui, aussi. Mais de toute façon, nos Miss, on a la chance quand même en Guadeloupe d'avoir remporté plusieurs élections nationales. Donc, on sait comment se préparer. Mais, et puis, on a encore soif de nouvelles victoires. Donc, c'est pas fini. Hein. Comme on dit, histoire sans parole. Hein. Donc, alors, il n'a pas fait Mister, hein. Il aurait pu. Monsieur Karl Chipotel. Il n'y avait aucune chance que je le sois. Alors, colonel du SDIS Guadeloupe et skipper qui a entre autres fait la course, la route du Rhum et bien d'autres. Petite question, peux-tu parler du contrôle de soi dans ta carrière professionnelle du SDIS et celle de navigateur-skipper? As-tu fait appel à un préparateur mental pour la route du Rhum? C'est deux questions. Alors j'ai tendance à être bavard, je vais tâcher de ne pas l'être. Alors merci déjà, Madame la directrice, de cette invitation, de cette possibilité de témoigner ici, sur la base évidemment d'une expérience vélique relativement modeste en vérité, que je vais tenter de combler avec l'expérience professionnelle de sapeur-pompier professionnel depuis bientôt 18 ans. Alors, pour ne pas tomber dans des lieux communs et enfoncer des portes ouvertes, parce que des choses ont été dites, et beaucoup de choses, et de belles choses ont été dites, je vais essayer d'organiser ma réponse autour de deux notions, peut-être trois notions. La première, lorsqu'on parle de confiance en soi, c'est celle qu'a évoquée, je crois, M. Moutou, le commandant de bord, qui réside dans le fait de placer un certain nombre de certitudes, c'est de corroler à quelque part à la première thématique qui a été abordée, tout ce que l'on ne sait pas, tout ce que l'on ignore, en fait, finalement, qui peut se dérouler, placer la réponse dans un certain nombre de procédures. C'est cette fameuse CRM, c'est ça? CRM, c'est placer son action dans des actions réflexes, intégrer des actions réflexes que l'on fait sans réfléchir. À force d'entraînement, l'événement intervient et on produit une réponse réflexe que l'on s'est entraîné à avoir sans même avoir à réfléchir. C'est l'une des dimensions où on tombe dans la procédure systématique qui comporte des dangers parce que parfois ce temps d'analyse en fait, finalement, de l'événement nous fait
partir parfois dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais c'est souvent ce qui est développé, c'est de garder le contrôle de soi par le fait de ne pas être dépassé par l'événement, d'adapter la réponse avec tout simplement des actions réflexes sur lesquelles on s'est entraîné, donc l'anticipation, l'entraînement de tout ce qui a pu permettre de stabiliser et de garder un contrôle sur un événement qui a tendance à nous le faire échapper. Le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'était celui de, j'allais dire, l'introspection personnelle. Celui qui concerne la confiance, ça a été dit, la confiance que l'on construit de soi par la connaissance de soi. Alors, j'aurais tendance à prendre un certain nombre d'exemples. Se connaître, c'est savoir comment on va réagir ou potentiellement réagir devant un certain nombre de situations. C'est faire en sorte que les événements que l'on pressent, qui peuvent arriver, les hypothèses que l'on émet sur le déclenchement, en l'occurrence, d'un certain nombre d'événements, leur soient opposés cette espèce de confiance de la méthode Coué, j'y arriverai. Quoi qu'il arrivera, j'y arriverai. Et je me prépare à y arriver et je me fais confiance pour trouver cette réponse. Je ne l'ai pas, mais je vais la trouver. Et cette dimension-là, je pense qu'elle est importante. Elle a des ressources qui sont plurielles. Certains, on n'a pas parlé de spiritualité, mais on pourrait l'aborder. La spiritualité, j'ai foi en quelque chose que je ne comprends pas, qui est plus grand que moi, qui me dépasse. J'ai foi en ça, donc je me raccroche à ça. Alors pour un athée comme moi, ce sera difficile en fait finalement de témoigner de la foi, de la religion, mais je sais parfois dans la spiritualité qui est la mienne, me raccrocher à des valeurs, à des souvenirs, à m'accrocher aux souvenirs de gens que j'aime, qui sont partis pour certaines personnes, mais de se raccrocher à des choses qui ne relèvent plus du rationnel, qui ne relèvent plus, j'allais dire, de l'entendable même, et qui relèvent presque de l'intime. J'ai l'impression de faire une confidence, d'être allongé presque dans un fauteuil de psychologue. Mais très honnêtement, cette dimension-là, elle me paraît importante. Je ne voudrais pas être trop long sur le propos, mais quelles sont les expériences? Je crois que la dernière question, ça y est, je l'ai oublié déjà, mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. On rigole. La question, c'était comment tu abordes... Est-ce que tu as eu besoin d'un préparateur? Voilà. Alors moi, je n'ai pas eu la chance d'exercer à haut niveau. Je ne suis pas un athlète de haut niveau, je ne l'ai jamais été. J'ai connu des expériences, oui, exceptionnelles, du fait de participation en qualité d'amateur à des événements qui ont été importants. Et il a fallu que, à défaut de préparation, de préparateur mental, que je me raccroche aux connaissances antérieures. J'ai fait une filière STAPS, donc un certain nombre de repères que j'avais qui étaient relativement flous, des connaissances passées sur évidemment l'importance de la dimension mentale dans la préparation. Donc j'ai évidemment pu m'accrocher à ça. Et puis c'est la conversion, la reconversion d'éléments empiriques, d'éléments de son expérience, de sa propre expérience, que l'on met au profit d'une zone qui est inconnue. Donc, je sais, enfin, je prends un exemple peut-être illustré que je me fasse comprendre. J'ai connu telle situation qui est somme toute très différente. Je pense avoir la ressource de faire face à une situation que j'imagine. C'est que je convertis un capital que j'ai connu une frayeur, enfin je ne sais pas, avant Marie Beth Jean-Tégène. Donc j'ai connu des frayeurs devant des bêtes en fait finalement qui étaient relativement effrayantes. Et j'ai acquis une expérience que j'ai su reconvertir à défaut d'avoir une préparation spécifique. Et puis, dans mon milieu professionnel, j'étais aussi, quand je parle de reconversion, pour terminer sur cet aspect-là, j'ai une formation de sapeur-pompier professionnel, l'officier de sapeur-pompier, le poids des responsabilités. C'est ce que je voulais évoquer pour terminer, c'est comment gère-t-on le poids des responsabilités lorsqu'on vous confie à la fois la vie des hommes, la vie des victimes, si ce n'est ça, en tout cas, du matériel qui a coûté beaucoup d'argent, sur lequel repose un système de défense et de couverture en Guadeloupe, ce que vous mobilisez comme énergie et comme stratégie pour faire face à des situations qui font peser sur vous une forte pression. Donc, ça s'apprend. Je l'ai appris à l'École nationale supérieure des officiers en partie, pas que là, mais en tout cas, encore une fois, au travers de procédures qu'on nous apprend à maîtriser, et puis au travers d'expériences qu'on finit par accumuler
J'ai eu la chance pour le malheur, en fait, finalement, de ceux qui en ont été victimes, d'avoir été également sur des théâtres d'opérations extérieures en Haïti, à plusieurs reprises, séismes, ouragans. Ce sont autant d'expériences qui forgent des choses et qui me permettent secrètement, oui, de cultiver une forme de confiance dont je fais rarement état. Merci. Le seul qui n'aura pas de questions, c'est Jocelyn Angloma. Jocelyn. À vous. Ah bon? C'est prévu. Tu veux une petite question? Alors, en quoi Oui, le Kiki. contrôle de soi vous permet de faire face dans des moments de stress, face à l'enjeu du gain du match? Et avez-vous la même façon d'aborder la dimension mentale avec vos joueurs que lorsque vous étiez juste un peu pro? Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Le contrôle de soi. Déjà, dans un premier temps, c'est se connaître. C'est se connaître. Et pour ma part, je pense que ma nature, je suis de nature réservée. Je suis très, très calme. Donc, j'ai cette faculté, bien sûr, à bien appréhender les choses, à avancer aussi dans la vie avec les autres. Mais je crois que dans un premier temps, c'est mon éducation aussi qui joue énormément à ce niveau-là. Donc, se contrôler, comme vous voyez, la manière dont peut-être que je m'exprime, c'est assez posé. Mais je crois que c'est toute ma vie qui est comme ça. Donc, dans un match, être posé, pourtant des matchs de très haut niveau, d'un certain niveau, où peut-être un joueur lambda ne va pas s'en sortir, j'arrivais à m'en sortir parce que j'étais de nature posée, très très calme et tout. Je n'ai pas eu le privilège peut-être de connaître un coach mental, mais je crois que j'ai dû travailler ça tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière. C'est de moi-même et aussi de mon entourage, de l'environnement qu'on rencontre. Parce que pour faire face à un environnement quelquefois hostile, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ma nature m'a beaucoup aidé. Je prends le cas de certains matchs où il y a le racisme, où on se retrouve confronté à ces types de situations. Comment on peut réagir? Donc à ce moment-là, je pense que ça joue énormément, la manière d'être. La manière d'être, si je suis posé, je suis assez réfléchi, donc ça me permet d'appréhender les choses et de voir les choses différemment, et puis de finir mon match, peut-être sans problème. Peut-être après ça va jouer dans la tête, parce que ça reviendra, et non, je suis humain, ça reviendra sûrement, mais je crois que c'est important de pouvoir déjà dans un premier temps connaître son environnement, où on se trouve. Et ça, ça a son importance pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Avec mes joueurs, je pense que j'ai su aussi, je dirais, donner de la bienveillance. Et ça, c'est important. Parce que mes joueurs s'identifient à moi. Bien sûr, on n'a pas besoin d'agneaux. On a besoin quand même de joueurs qui savent se battre. C'est un mot que j'aime pas trop, mais qui savent se donner à fond. Mais en même temps, qui s'identifient un peu aussi à son entraîneur par rapport à ce que l'entraîneur peut apporter. Et quand vous vous retrouvez dans un match difficile où il y a de l'enjeu et tout, il faut pouvoir gérer ses joueurs. Et gérer ses joueurs, c'est ce que vous envoyez à ces joueurs-là. Et ça, ça a son importance. Donc, tout au long de ma carrière de footballeur, et maintenant que je suis entraîneur, je suis avec les jeunes au Pôle Espoir aussi, de 14-15 ans, je pense qu'avec les jeunes, c'est plus de la bienveillance que j'envoie pour qu'ils puissent être bien, pour pouvoir apprendre, parce que ils sont en apprentissage, l'apprentissage de ce métier, parce que qui peut devenir un métier, le footballeur professionnel, c'est envoyer cette bienveillance tout au long je passe 2 ans avec eux, tout au long de ces 2 années, beaucoup de bienveillance pour qu'ils puissent s'entraîner et être bien chaque entraînement, être bien dans la tête. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est personnel. Parce que tout le monde n'est pas posé, n'est pas forcément posé, parce qu'il y a des entraîneurs qui envoient quand même
du lourd, je dirais. Du lourd, et ça se ressent aussi sur le terrain et ça se ressent aussi dans l'environnement du joueur. Merci Jocelyn. Donc, tu peux tendre le micro ou faire une passe comme tu veux, hein, au pied. Mais bon. On va essayer. Voilà. Alors Catherine, Oui. eh ben à toi, moi je sais pas trop quoi dire, hein, pas de questions non plus. Pas de questions En tant non que plus. sophrologue, si tu en veux une, je t'en donne une. Donc, Catherine Leroy, je suis sophrologue dans le pôle rugby depuis 7 ans et j'aide les jeunes à prendre un peu confiance en eux, avoir de l'estime de soi et gérer leur stress et surtout également leurs émotions. Parce que souvent les émotions prennent le dessus par rapport à tout le reste. Et donc le stress, tout part et ils sont plus capables de faire grand-chose. Donc moi je leur apprends un tout petit peu à être en paix avec eux-mêmes. Déjà on commence à être tranquille, à être sûr d'eux, déjà dans un premier temps. Et ensuite, je leur apprends également des petites séances qu'ils peuvent faire tout au long de leur vie pour justement gérer ce stress, gérer ces émotions. Voilà. Monde du rugby, puisqu'en fait tu es plus Alors, centré aussi sur le le pôle rugby. Le monde du rugby, je suis arrivée au rugby donc, il y a 7 ans et j'ai eu la chance que le pôle du rugby m'a fait confiance. Et je les suis donc depuis 7 ans et ça se passe bien puisque les jeunes sont vraiment en attente. Depuis, c'est la 2e année qu'on va commencer. Il y a des jeunes du CREPS également, grâce à Madame Cusset, et qui pourront également suivre des séances de sophrologie. Donc je sais que certains sont en attente également. Merci. Alors, monsieur Yann Jacques, athlète para-tir, fosse olympique, qui dira ce que c'est, parce que là, franchement, décrivez-nous la part de la dimension mentale et la performance dans un sport comme le tir qui fait appel au contrôle de soi pour atteindre la cible, toutes les cibles. J'ai combien de pages là 4 heures. Les manger, hein, je vous préviens. Et vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Vous voyez qu'il faut quand même poser des questions. Je la répète? Non, ça va? Je te la répète? S'il vous plaît, Ok. oui. Alors, décrivez-nous la part de la dimension mentale et la performance dans un sport comme le tir qui fait appel au contrôle de soi pour atteindre la cible. Très bien, donc en gros si je récapitule, il faut que je définisse en fait le contrôle en soi dans ma discipline et bien entendu comment le contrôle en soi va me permettre d'accéder à la performance et voilà quoi. Donc bonsoir à tous. Donc merci dans un premier temps Madame la directrice de m'accueillir dans ce débat assez inopiné puisque là je vais vraiment faire du brainstorming là pour répondre à la question. Alors moi je m'appelle Yann Jacques, je suis athlète para-tir donc en e-sport. Je pratique le tir sportif au niveau depuis quelques mois puisque j'ai intégré donc l'équipe de France de fosse olympique au mois d'avril. Après avoir effectivement, après être parti, un peu comme M. Pili, me faire connaître un peu au niveau international au Grand Prix de France. Et là, j'arrive et au final, je finis médaille d'argent. Donc, je rentre sur le podium à côté donc d'Italiens, d'Espagnols, etc. Et donc, bien entendu, le coach, le sélectionneur de l'équipe de France para-tir donc me repère et me demande d'intégrer donc son équipe. Alors la fosse olympique, c'est quoi? C'est une discipline qui va consister en tirer sur une cible mouvante qui part déjà du pas de tir à 15 mètres, mais c'est une cible mouvante qui part à 95 km/h. Et c'est là où tout le monde dit contrôle de soi. Voilà. Donc là, je pense que là, c'est ma définition du contrôle de soi. Déjà, la discipline en elle-même, c'est déjà du contrôle de soi. Ensuite, le tir sportif en lui-même, c'est une discipline où on va passer, que l'on soit en phase d'entraînement, de compétition, on va passer donc de la joie à la colère, à la frustration, à pas mal d'émotions encore, à la réflexion sur ses difficultés personnelles,
à visualiser l'échéance éventuellement, la médaille qui est en train que l'on regarde en passant par le pas de tir et par les différents podiums. Donc tout cela, vous passez donc de ces émotions-là en une fraction de seconde. Depuis le moment où vous sortez de votre véhicule, sortez du débrief avec l'équipe de France, vous montez votre arme, vous mettez votre gilet de tir, vous enfilez vos cartouches dans vos poches, jusqu'à arriver au moment où l'arbitre va lancer la compétition. Il y a une batterie d'émotions et de sentiments qui vous passent dans le corps, dans l'esprit, partout. Et donc là, bien entendu, il y a pas mal de contrôle de soi à avoir. Alors bien entendu, ce contrôle de soi, quand on est un sportif guadeloupéen, au début, issu aussi d'un environnement où on n'est pas trop adapté, on ne connaît pas la préparation mentale. Et limite, comme le disait tout à l'heure Madame l'entraîneur des deux athlètes, là, on se dit que même aller voir un préparateur mental, c'est aller voir un psy, voilà quoi. Et donc du coup, quand on est dans un environnement comme cela, bien entendu, on doit se faire aider. On doit se faire aider. Moi, à un moment donné, donc bien entendu, au début, je n'ai pas forcément eu le besoin d'avoir une préparation mentale. C'est quand je suis parti effectivement en août dernier en République tchèque avec l'équipe de France que j'ai pris conscience qu'il faille avoir un coach mental en plus de celui que j'ai dans l'équipe de France. Et c'est la raison pour laquelle donc, je me suis rapproché donc, de la DRAGES qui m'a orienté vers Guillaume Culioli qui m'accompagne aujourd'hui en Guadeloupe. Et donc ce contrôle de soi, bien entendu, passe par une préparation mentale, passe par une identification justement de tous ces sentiments qui vous passent par la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une fraction de seconde. Et là, son job à lui, c'est de vous donner les méthodes pour pouvoir les gérer. Alors ces méthodes-là, bien entendu, on en a parlé, j'en ai entendu. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire qu'en rentrant ici ce soir, j'ai compris que j'étais normal. Hein. Ça passe par la respiration, ça passe par la gestion des événements, ça passe par la gestion des imprévus, ça passe aussi par l'hygiène de vie. Et ça passe également par l'hygiène de vie donc alimentaire, mais l'hygiène de vie aussi sportive, hein, puisque vous ne pouvez pas avoir un contrôle de soi si vous ne pouvez pas aussi avoir un contrôle non seulement du mental que du physique. J'ai essayé d'être synthétique parce que là, j'aurais bien pu faire au moins 10 pages, mais je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question. Je pense que c'est insuffisant. Oui. On peut continuer. Mais bon, je crois que vous allez repasser l'année prochaine. On repasse l'année prochaine. Merci beaucoup, on l'applaudit. Alors, Laurence, comédienne, track performance. Comédienne track performance. Bonsoir à tous, je me présente Laurence Joseph, comédienne et auteure. J'aime bien préciser que je suis auteure, j'aime bien, ça fait genre. Track et performance, oula. Par quoi je pourrais commencer? Alors déjà, notre boulot, notre travail, c'est vraiment, on est comme des athlètes, parce que moi je suis une artiste de théâtre, donc spectacle vivant, donc on est dans la performance de manière quotidienne. Plus on performe par semaine, ça peut nous arriver de performer 4-5 fois par semaine, mieux c'est pour nous, pour notre mental et pour notre physique. Le track, la gestion du track, c'est quelque chose de très particulier. Après 12-13 ans de carrière, on ne gère pas le track. On ne gère pas. C'est le track qui nous gère. On passe par beaucoup d'émotions, physiques particulièrement, le track. Donc ça passe par des maux de ventre, des choses qui sont assez difficiles à gérer physiquement. Notamment quand on fait une grande salle, je repense à quand on a fait l'Olympia, des choses comme ça, donc on est face à un public, donc le track, il faut qu'il passe en fait. C'est plus compliqué dans la performance artistique parce que en fait on a le mental et le physique qui sont connectés dans le spectacle vivant et donc il faut faire passer une émotion au public. Donc là on travaille pour faire passer les émotions. Donc là on n'est pas forcément que dans le physique parce que du coup on va faire des gestes
ça sera visuel, mais mentalement, il faut que nous, on arrive à faire passer une émotion. Donc, effectivement, track et performance, ça va de pair. Moi, le jour où j'ai plus le track, j'arrête. Je ferai plus ce métier. Je préfère prévenir. C'est très important. Pour le contrôle de soi, nous, les comédiens, on est dans la gestion de l'émotion. Alors, il faut savoir que notre métier n'est pas seulement sur scène. Il passe par les castings, donc track et performance. Là, par contre, il faut une maîtrise de soi et un contrôle de soi énorme en termes de casting, ce qui est le plus compliqué parce que justement, on n'est pas dans une performance du moment présent avec un public qui est venu nous voir. On est là pour être jugé. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup d'entre nous, de comédiens, après des années, ont beaucoup de mal à faire un casting parce que le casting, ça se prépare comme un athlète en fait. C'est quelque chose où il faut apprendre le texte, il faut le connaître, donner l'intention exactement au moment où il veut devant une situation improbable, à savoir on est juste assis là devant quelqu'un et il faut faire comme si on était dans le film de Wakanda. Bon. C'est compliqué, c'est comme de la compétition en fait. Moi je me considère comme une athlète et c'est vrai que la maîtrise de soi, le contrôle de soi est un peu plus difficile quand au niveau de la préparation physique on a des lacunes. Quand je suis prête physiquement et mentalement au niveau du repas, etc., ben j'ai plus de facilité à gérer mon trac, gérer mes émotions et contrôler toutes mes émotions qui arrivent quand je suis préparée vraiment physiquement comme un athlète que quand je ne le suis pas. Il faut gérer aussi l'imprévu, ça arrive régulièrement, les imprévus dans notre métier, qui fait que en fait, la structure est très très différente. En tout cas, dans mon cas, je suis sur plusieurs pôles différents. Je fais de la voix, donc c'est pas du tout le même stress que je vais me retrouver en faisant la voix pour un dessin animé. Ça sera pas du tout ni le même stress, ni la même performance, la même énergie que je vais donner si je suis sur scène devant un certain nombre de personnes. Pareil, dans un film, ça va pas être du tout la même chose puisqu'il y a toute une préparation qui est faite en amont. Vous avez découpage du film, etc. Donc on vient pour un moment T. Dans une performance à un moment T. Donc en tournage, c'est beaucoup plus simple, par exemple, le contrôle de soi. Et je voulais rebondir sur le contrôle de soi par rapport à l'entourage personnel. En fait, pour un artiste, ce qui est plus compliqué, c'est pas tant en fait la performance sur scène ou devant un public, en fait, parce que ça fait partie de notre passion, donc on est animé. Ce qui est plus difficile, en fait, pour ma part, c'est le contrôle de soi dans la sphère privée. C'est là où c'est compliqué en fait, parce que justement, quand on devient en plus connu, on a cette pression où il y a le public qui nous regarde. Donc on se doit d'être dans une posture particulière. Et cette posture, on a tendance à l'abandonner et à être dans le lâcher-prise, dans la sphère privée, où là, on se dit que on peut lâcher tout. Donc en fait, c'est assez antinomique un peu cette histoire pour nous, ceux qui sont dans l'art, parce que le lâcher-prise, en fait, permet une performance souvent extraordinaire. Et selon l'endroit où on est, le contrôle de soi peut nous desservir, en fait. Trop se contrôler sur scène, c'est pas possible. Ça va pas donner ce qu'on veut au public. Il faut lâcher prise. Par contre, sur une performance vocale où je vais faire la voix de quelqu'un dans un dessin animé, ça va me demander d'être très très rigoureuse. Donc là, j'ai plus intérêt à être dans le contrôle de soi. Donc nous, on est vraiment un peu comme des bipolaires quelque part parce que on nous demande de lâcher prise assez régulièrement et en même temps pas laguer. Donc c'est un peu compliqué de gérer les deux. Mais voilà, moi c'est un peu ça que je pourrais dire. C'est vrai qu'on est sur plusieurs pôles en tant qu'artiste, en ce qui me concerne, puisque je fais de la télé, du cinéma, de spectacle vivant et aussi tout ce qui est radiophonique. Donc en fait, et Internet du coup. Ce qui fait que sur chaque pôle, en fait, il faut avoir une certaine posture. Mais globalement, la posture de l'athlète, en tout cas celui qui se prépare à la compétition, qui se prépare à la performance, ça reste la base pour un artiste. Voilà.
Elle parle Merci. bien. Hein. Merci Laurence, merci tous. Les questions dans la salle. Notre micro-baladeur. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, en tout cas, moi j'ai trouvé ma coach mentale. Merci beaucoup, parce que des fois... Mais franchement, j'aime bien cette histoire d'équipe. Pour la petite histoire, je voulais remercier Mme QC qui fait partie d'un de mes mentors, parce qu'avant d'être comédienne, j'étais assistante d'éducation au collège Edmond Bambuc, et justement le mindset d'être un peu un athlète dans tout ce qu'on fait, en fait, un compétiteur et quelqu'un qui se prépare dans tout ce qu'on fait, je l'ai beaucoup appris avec Mme QC et avec les élèves justement du collège. Et la discipline, je reviens sur ce que disait Corinne, parce que c'est un domaine qui paraît comme ça, hyper futile, on a juste à marcher, c'est pas du tout ça. Il faut une grande discipline dans le domaine artistique et ce genre de domaine de la beauté, les choses comme ça, parce qu'il y a un regard en fait qui est porté sur les personnes, ce qui fait qu'on a une demande d'exigence en fait incroyable. Et d'où cette histoire de contrôle de soi devant le public et le lâcher prise en fait derrière quand on est un peu avec la famille ou les amis, les personnes proches. Voilà. Merci, tout ça est bien sportif, performance, contrôle. Donc la salle. Oui, Question. j'ai une question qui s'adresse à la fois à, on m'entend bien, oui, à Jocelyn, à Madame Comment et à toi, Karl. Parce que tous les trois, vous êtes aujourd'hui des éducateurs et même des formateurs. Et comment on peut passer de sportif qui donne de sa personne à quelqu'un qui encadre et qui va être dans la retenue, dans le conseil et jamais dans la frustration? Est-ce que déjà c'est possible? Moi, je suis un fan de foot. Je t'ai vu jouer de nombreuses fois à Marseille. C'est la meilleure équipe du monde, donc je suis venu te voir jouer là. Cela dit en passant. Voilà. Après les Guadaboys, bien sûr. Mais je me suis toujours posé la question, que peut ressentir un entraîneur qui a été footballeur quand il voit son équipe gagner ou perdre, peu importe, mais quand il voit ses joueurs se comporter autrement que ce qu'il attendait au départ? Non, c'est pas forcément facile de passer enfin de joueur où on a été entraîné tout au long de je veux dire pratiquement ma vie. Mais pour moi, ça n'a pas été difficile parce que j'ai su faire la part des choses. C'est-à-dire à un certain moment, j'ai préparé aussi ma fin de carrière. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, même en l'étant préparé. Mais pour moi, c'était une évidence de passer à autre chose, d'être entraîneur, surtout avec les jeunes, parce que les Guadaboys, c'est venu après. Et puis par la suite, le fait de se sentir bien. Tout à l'heure, le doyen parlait de flow, de plaisir, cette notion de plaisir. Et je prends du plaisir jusqu'à maintenant, en voyant mes joueurs, bien sûr, en donnant des conseils, que ce soit tactique, côté physique et autres. Mais voir ce que les joueurs donnent en retour, c'est magnifique. Mais ça, c'est un ressenti, c'est personnel. Il y a d'autres qui ont, je dirais d'autres personnes, on est différents. Il y a d'autres entraîneurs qui vont demander sûrement beaucoup plus d'exigence. Et je peux vous dire que l'exigence, c'est énorme dans le foot, surtout le foot de haut niveau. Donc oui, pour moi, c'était une évidence. Après, passer là, être bien. Mais ça me concerne, moi. Là, ça devient moi, personnel. C'est vraiment personnel. J'ai envie d'être bien. J'ai envie de vivre ma vie aussi. Et ma vie de footballeur a été magnifique. Mais j'ai envie que ma vie d'homme ou de père ou d'entraîneur soit encore mieux. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, la dernière. Y en a-t-il? Tu veux répondre? Oui, bien sûr. Oui, ils sont peut-être trois à répondre, c'est vrai. C'est une question qui est très, très intéressante. Moi, je me sens aujourd'hui très reconnaissante
d'être devenue déléguée régionale. C'était pas du tout prévu, hein. Quand 2023 débutait, je ne savais pas que j'allais endosser cette fonction. Je le prends comme un travail de transmission, c'est-à-dire aujourd'hui transmettre ce que moi-même j'ai pu apprendre. L'expérience sert aussi énormément parce que du coup encadrer ces nouvelles demoiselles qui ont cette envie de faire briller la Guadeloupe à l'extérieur, on sait par quoi elles vont passer. On connaît les émotions, on connaît les différentes étapes, mais on ne va pas les vivre à leur place. Donc moi j'essaye d'être conseillère, mais j'attends aussi un peu les questions. Je ne voudrais pas vivre à leur place leur expérience. Je suis là un peu en garde-fou aussi, pour pas qu'elles partent dans tous les sens. Mais c'est les accompagner au mieux, transmettre ce que j'ai appris, être dans la bienveillance et surtout leur dire de profiter parce que c'est hyper éphémère en fait. Hein. On est mis 1 an et puis il y en a 40 000 derrière qui suivent. Et les aider, les voir s'épanouir et évoluer, moi c'est ma plus grande satisfaction en fait. Hein. Donc même quand je n'étais pas déléguée, j'ai toujours suivi... un peu nos Miss Guadeloupe, à donner des conseils en off et tout, pour les voir aller bien plus loin que moi. On a la chance aujourd'hui d'avoir une Ophélie Mézineau, première dauphine de Miss Monde. Quelle fierté! Donc vraiment être dans cet accompagnement, cette bienveillance et pas dans la frustration. On sait que l'échec fait partie de l'expérience et on en tire toujours quelque chose de positif au final. Karl ? Alors, c'est un peu tout ce qui a été dit. En ce qui me concerne, j'ai envie d'employer 2 mots. Celui qui concerne les convictions, c'est une affaire, le projet qui nous anime, je dis bien qui nous anime, a une dimension militante. On fait du militantisme parce qu'on essaie de donner sens à ce qu'on fait. Et le sens de ce que l'on fait est basé sur des convictions que l'on a de porter une contribution à une construction, à un projet sociétal. On ne cherche pas à construire des champions, en fait, en vérité. On a fait de la compétition parce qu'on en a fait et parce qu'on en a grandi. On a des âmes de compétiteurs, mais ce n'est pas la fin en soi. On ne cherche pas à produire des skippers qui vont faire la route du Rhum, qui est d'ailleurs un biais déformant. Il n'y a pas que la route du Rhum, en fait, finalement, en course au large. On cherche à éduquer par l'eau et par la mer. On cherche avant tout à éduquer. Le deuxième, j'allais dire, pendant de cette affaire-là, c'est aussi tout ce qui concerne l'épanouissement individuel et collectif. J'allais dire, c'est presque la même chose. C'est comment on essaie de transmettre ce qu'on a soi-même reçu. Et ça remplit une vie. Enfin, la nôtre, en tout cas, est remplie de ça. Elle peut être remplie d'autres choses, de choses beaucoup plus prestigieuses, mais on s'en contente déjà de le faire et d'essayer de le faire bien. Et ça nous passionne, chemin faisant, ça nous passionne et ça permet d'explorer énormément de champs. Donc il n'y a pas véritablement de frustration, si ce n'est des frustrations ponctuelles qui existent à certains moments précis sur des échéances, des compétitions, mais qui sont vite balayées par la mise en perspective de ce qu'on essaie de faire. Voilà.